l'occasion fait le larron, hein, le ministre Zakaria Coulibaly, qui est le ministre des hydrocarbures, certainement en ligne avec nous. On va essayer de comprendre un peu avec lui le bien fondé de cette augmentation. Est-ce que le ministre est en ligne? Monsieur le ministre, bonjour. Bonjour. Ah voilà, c'est un plaisir de vous recevoir dans cette émission Société Débat. Vous savez, plaisir est partagé. Merci bien. L'actualité, vous le savez, c'est la hausse du prix du carburant à la pompe aujourd'hui. D'abord, monsieur le ministre, d'entrée de jeu, qu'est-ce qui a motivé cette augmentation? Depuis octobre 2016, les pays producteurs de pétrole se sont entendus pour baisser la production. Donc, quand vous baissez la production, vous le saviez, c'est l'offre qui baisse par rapport à la demande. Et l'ajustement se fait par le prix. C'est ce qui fait qu'à l'international, aujourd'hui, vous avez une flambée du prix. Au-delà de cette réalité, vous avez la crise vénézuélienne et la crise libyenne qui ont aussi contribué à baisser la production mondiale. Cela s'ajoute à l'incertitude qu'on a au Moyen-Orient aujourd'hui avec la crise qui profile en Iran. Donc pour toutes ces raisons, le cours du baril a flambé et cela a renchéri le coût d'importation pour tous les pays importateurs du carburant, donc du pétrole. Voilà, monsieur le ministre, est-ce qu'il y a un accord qui liait les autorités, c'est-à-dire l'État et les syndicats par rapport à une éventuelle augmentation, puisqu'il y a trop de rumeurs aujourd'hui qui disent que le gouvernement avait pris la résolution ferme de ne pas augmenter, même si tel était sur le marché international. Est-ce qu'il y a un tel protocole qui existe? Je pense que le protocole est mal expliqué par certains. Je rappelle que le protocole en question a été signé le 19 février 2016. Il comportait deux dispositions. Le premier était que le gouvernement devait garder le prix figé à 8 francs le litre jusqu'à décembre 2016, ce qui fut observé par le gouvernement. Le deuxième était que tant que le baril n'est pas à $57, le gouvernement ne pouvait pas augmenter. À $50 déjà, la structure était déséquilibrée. Ça voudrait dire que le prix réel était supérieur au prix officiel, mais le gouvernement s'est abstenu à respecter la clause de $57. Vous le savez, M. Caleb, que moi, le baril est aujourd'hui entre 75 et $78, ce qui fait une augmentation de 60%. Si vous appliquez ça au prix qui prévalait, le prix de 8 000 en mars 2015, normalement on aurait fait un ajustement dans la fourchette de 12 000, 11 500. Donc le gouvernement a tenu compte du niveau de revenus au pays. Donc le prix est fixé à 10 000. Comme pour vous dire que tous les préalables contenus dans le protocole d'accord de février 2016 ont été observés. Pour reste, je suis d'accord avec certains journalistes. Le gouvernement et les syndicats, effectivement, doivent engager des débats autour des mesures d'accompagnement. Oui, parce qu'il faut détacher deux paramètres. Mais monsieur le ministre, le prix du carburant, non, si vous permettez. Non, je vous permets, vous continuez, mais je veux juste rappeler à nos auditeurs qui veulent vous poser des questions qu'ils peuvent faire en nous envoyant un message, bien sûr, sur le 664 40 90 81. 664 40 90 81. Allez-y, monsieur le ministre. Merci beaucoup. Je disais qu'il faut détacher deux choses. Le prix du carburant est un facteur exogène, donc il ne dépend ni de la volonté du Sénégal, ni de la volonté du gouvernement, parce qu'il se trouve que ce n'est pas produit ici. Donc ce prix-là n'est pas statique, il est dynamique. Et nous n'avons pas d'autre choix que de suivre l'évolution à l'international. Par contre, la préoccupation du syndicat, ce qui est normal et sensé, ce sont des mesures d'accompagnement. Parce que le syndicat veille de sorte que le pouvoir d'achat du consommateur ne se dégrade pas sur l'effet du surcoût qui pourrait créer un ajustement du prix à la hausse. À ce niveau, il doit y avoir effectivement des débats et le gouvernement en est disposé. Oui, monsieur le ministre, ce que je veux savoir, vous parlez bien sûr des mesures d'accompagnement, mais la question qu'on se pose, vous n'avez pas été surpris par la montée du prix au niveau international, du prix du baril, bien sûr, mais comment se fait-il que vous pouvez prendre la décision d'augmenter le prix à la pompe ici dans notre pays sans pour autant commencer ou adjoindre directement les mesures d'accompagnement? Aujourd'hui, il n'y a pas de début d'explication à cela, on ne comprend pas. Vous savez, peut-être que d'autres informations seront données dessus. Sinon, le gouvernement a anticipé. Il y a une subvention, par exemple, qui est accordée au train pour le transport urbain. Cette subvention a été débloquée avant l'ajustement du prix.
Parce que quand on subventionne le prix, je le dis souvent, c'est pour viser des catégories de population données, ceux qui affrètent les services publics du transport. Donc, ont besoin que la flotte automobile soit musclée ou bien que le train se mette en marche. Le gouvernement a pris des dispositions dans ce sens pour redémarrer le train. Les dispositions sont prises également pour qu'il y ait plus de bus dans la circulation. Donc, il y a des bus sur le plan mécanique qui ne sont pas en bon état. La subvention est débloquée pour importer des pièces de rechange et les dépanner afin de les mettre en circulation. Pour le reste, tout ce qui est lié à la prime de transport haute se discute avec le gouvernement, le syndicat. Le gouvernement unilatéralement ne peut pas prendre ces dispositions. Donc, les discussions vont être ouvertes et les mesures communes seront prises entre les parties. Oui, mais monsieur le ministre, l'autre question qu'on se pose, c'est par rapport à ces mesures d'accompagnement qu'on considère, nous, à notre niveau ici, des dérisoires, parce que le gouvernement met beaucoup plus d'accent sur le transport et surtout le transport au niveau de la ville de Conakry, oubliant que la répercussion va aller sur le marché, surtout dans toute la Guinée. Mais est-ce qu'aujourd'hui, monsieur le ministre, vous pouvez donner des garanties au peuple de Guinée que vous allez rester dans ces mesures d'accompagnement flexibles au marché international? C'est-à-dire quand le prix du baril va baisser, automatiquement, vous allez le faire, on va ressentir au niveau de nos pompes ici. Vous savez, M. Caleb, ce que vous êtes en train de dire est important. Et cette pédagogie est surtout à faire au niveau du syndicat. On doit tous convenir que le prix à l'international fluctue. Et puisqu'il fluctue, il faut opter pour la flexibilité du prix du carburant. Et ça doit être conventionnel entre les parties. Par exemple, le protocole de 2016 figeait un paramètre qui est dynamique. Quand on dit le prix, quelle qu'en soit l'évolution du baril à l'international, doit rester forcément au même niveau jusqu'à décembre 2016, ça pose un problème. Donc moi, je suis d'accord avec vous que les parties doivent signer un document conventionnel et qui interpelle toutes les parties afin qu'il y ait une flexibilité parfaite du prix du carburant. Bon, je comprends qu'il y a l'impératif des coupures monétaires. Voilà, les arrondis autour de 2-5 francs, on ne peut pas le faire parce que sur le plan monétaire, il n'y a pas de disponibilité. Mais il faut ajuster le prix dans un esprit de flexibilité, dans un esprit d'équité et de transparence. Chaque fois qu'il y a fluctuation à l'international, c'est ça la logique. Et ça doit s'imposer à toutes les parties. Monsieur le ministre, il y a un auditeur qui envoie une question. Il y a notre auditeur, l'un des auditeurs fidèles, Ghané de Anta, qui demande pour quelle raison cette augmentation n'a pas été suivie par la fixation du prix des transports. Sur chaque litre, combien l'État paye comme exonération? Ce sont ces deux questions. Le ministre du Transport, pendant que je vous parle, et avec les acteurs impliqués dans ce sens-là, ils vont examiner la mise à jour à faire au niveau des tarifs en tenant compte des paramètres explicatifs, notamment le carburant, le taux d'inflation et éventuellement l'état des routes, parce qu'il faut quand même reconnaître qu'au niveau des routes, il y a eu des efforts qui ont été faits. Donc, ils vont discuter et convenir des tarifs qui seront portés à la connaissance du public. Ok. Monsieur le ministre, l'autre question qu'on se pose très souvent, ce sont les rumeurs qui font état d'un régime de prix spécial pour les chancelleries et surtout pour les sociétés minières. Qu'en est-il réellement? Alors, je vais vous expliquer cela, parce que ce qui est en train de se passer dans ce pays aujourd'hui est dû à la mauvaise explication des concepts. La structure de prix a des régimes différents. Des régimes préférentiels qui sont basés soit sur la nature des activités ou sur les accords internationaux. Quand je prends les ambassades, la Guinée est signataire de la Convention de Vienne depuis janvier 1968. Cette convention dispose, dans un esprit de clause de réciprocité, que quand un pays vous accorde des allègements fiscaux, réciproquement, vous devez faire pareil. Vous qui voyagez, M. Caleb, quand vous partez en France, vous achetez des articles dans les boutiques, on vous fait une détaxation. Justement, si c'est vous êtes détaxé à l'aéroport. À l'aéroport, bien sûr. La même logique s'applique sur le prix du carburant. Les ambassades qui sont en Guinée et dont les pays d'origine accordent à la Guinée des clauses d'allègement fiscal, la Guinée a fait autant. C'est une clause de réciprocité que la Guinée a signée depuis 1968, donc antérieure à ce gouvernement. Oui, mais monsieur le ministre, vous savez autant bien que moi que cette détaxation, c'est par rapport aux produits qui ne vont pas être utilisés sur le territoire sur lequel on a acheté. Bien sûr. Non. Justement, ça c'est lié, lié au statut des ambassades. Quand leur achat de carburant est destiné à leur fonctionnement, donc au groupe électrogène, cette clause s'applique. Maintenant, quand ils viennent à la pompe, comme un client qui dame, ils sont assujettis au régime TTC.
n'y a pas de faveur à ce niveau. C'est important de porter ça à la connaissance de nos compatriotes. C'est parti à quel niveau il y a cette détaxation? Voilà. Au niveau de la TVA, la taxe est mise à 0. Au niveau donc de la TSPP également, la taxe spéciale sur les produits pétroliers, cette ligne est mise à 0. Encore une fois, ça c'est une convention internationale qui est signée et heureusement vous l'avez confirmé. Quand vous partez vous acheter à l'étranger, en tout cas les pays qui ont signé cette convention avec la Guinée, vous bénéficiez de cet allègement. L'autre subvention qui était un effort encore de l'État pour nos citoyens guinéens, c'est au niveau du secteur de l'énergie. Parce que l'État veut que le kilowattheure soit produit à un coût qui soit à la portée du consommateur guinéen. Donc, sur le prix du carburant, l'État renonce à cette taxe au niveau du secteur de l'énergie. Tout ceci, c'est fait pour conforter le consommateur guinéen. Donc, on ne comprenne pas que c'est des faveurs parmi lui qui sont faites qui n'ont pas de sens. Tout est justifié. Au-delà de ça, il y a le secteur de l'eau. Donc, la SEC qui est subventionnée. Donc, sur ce segment d'activité également, l'État renonce à cette taxe. Le but, comme je le dis pour l'électricité, c'est de faire en sorte que l'eau soit produite et fournie aux consommateurs à des prix abordables. C'est cela, la question des prix. Maintenant, au niveau de l'énergie, au niveau des mines, il y a aussi un petit allègement qui est fait. Et le seul esprit qui est derrière, c'est que les investissements sont énormes dans le domaine des mines et les mines portent la création de l'emploi. Donc l'État a estimé que, et ce n'est pas aussi considérable, il ne faut pas le penser ainsi, il n'y a que quelques 400 francs de différence, mais l'État a estimé que ce secteur étant important, il faut une mesure fiscale d'incitatif qui amène les investisseurs à s'intéresser au secteur des mines en Guinée et qui aide à créer de l'emploi. Donc toutes les dispositions qui sont prises ont pour support le social. Monsieur le ministre, je veux comprendre, il y a la question, le deuxième volet de la question des Ghanais. Combien l'État paye sur chaque litre de carburant comme exonération? Et aussi la deuxième question qui vient de moi, bien sûr, lorsque vous faites, l'État renonce à la taxe sur le litre pour les expatriés, combien ces expatriés payent par litre? Alors, quand vous prenez les ambassades aujourd'hui, avec cette renonciation. Mais encore une fois, c'est important pour les gens de le savoir, c'est pas quelque chose de figé. C'est-à-dire qu'il y a que la taxe qui est renoncée, mais si le prix augmente à l'international, les ambassades obéissent et subissent la même chose. Donc, aujourd'hui, ils sont globalement autour de 9400, 9600. Donc, c'est pas une différence considérable. Mais, encore une fois, cette facilité, c'est au niveau des taxes de l'État, parce que l'État ne peut pas impacter au niveau du coût d'importation. Ça, c'est fixé par les réalités internationales. Les accords qui nous obligent donc à le faire, c'est par rapport aux conventions qui ont été signées. Et par rapport à ces conventions, les réductions sont donc faites au niveau des taxes qui sont prélevées sur ces clients privilégiés. Voilà, il y a notre auditeur Sidibé depuis Anko 5 qui veut savoir, monsieur le ministre, moi j'ai envie de savoir si vous êtes prêt à aller jusqu'au bout, même s'il y a d'autres pistes à explorer pour honorer vos engagements vis-à-vis de ces institutions. Bon, alors quand il parle de pistes, je ne sais pas de quelle piste il parle. Si, il y a d'autres... Voilà, si vous permettez. Allez-y. J'entends de ces commentaires de fois qui ne sont pas économiques. Il y en a qui disent que l'État doit renoncer à cette taxe sur le pétrole. Je pense qu'il ne faut pas le dire parce que le budget, quand il est fait à l'Assemblée, il est à la fois autorisé en recettes et en dépenses. Donc, si vous déséquilibrez au niveau des recettes, vous déséquilibrez au niveau des capacités de financement de l'État. Donc, ce n'est pas un raisonnement à tenir. Il y a d'autres aussi qui disent qu'il faut compenser la contre-performance du pétrole par la performance des mines. Ça aussi, ce n'est pas un bon raisonnement parce que l'exploitation des mines doit nous aider à nous dédouaner des mines parce que les mines sont appelées à s'épuiser un jour. Donc, si on ne rationalise pas l'utilisation des ressources minières de manière à fouetter la croissance dans d'autres secteurs qui portent l'économie, le jour où on n'aura plus de ressources minières, ça veut dire qu'on va avoir une économie qui s'effondre.
Voilà, monsieur le ministre, vous me donnez l'impression de maîtriser quand même votre sujet, ça me met vraiment à l'aise. Je pose une question de Moustapha Savané qui veut savoir. Bonjour, monsieur le ministre. La première question, le bas peuple se demande, le gouvernement évolue au désirata des bailleurs de fonds ou au bien-être de la population? Il veut juste savoir, est-ce que vous fonctionnez par rapport aux humeurs des institutions de Bretton Woods ou vous tenez compte dans la fixation des prix du carburant au bien-être de la population? Non, il faut reconnaître que dans aucun pays au monde, les institutions internationales prennent un décret qui s'impose aux États. Si vous décidez de collaborer avec eux, ils analysent vos paramètres macroéconomiques avec vous et puis ils vous donnent des conseils, qui ne sont pas d'ailleurs des conseils extraordinaires. En Afrique, on dit qu'il faut respirer à la capacité thoracique de son poumon. C'est exactement ce que les institutions vous disent. Ils vous demandent de mobiliser les ressources, mais également, n'empruntez pas pour compromettre le futur de votre pays tant que vous pouvez mobiliser vos ressources internes. C'est simplement ce qu'ils vous disent. Nous sommes donc dans une situation où la structure est déséquilibrée. Il y a une subvention qui est contre-productive, je l'ai expliqué sur d'autres radios. Quand l'État subventionne le prix du carburant, ce n'est pas pour enrichir ceux qui sont plus riches, c'est pour aider les catégories pauvres. Et les catégories pauvres, M. Calais, vous les connaissez, ce sont nos frères, nos sœurs qui sont tous les matins au bord de la route pour affréter les taxis ou les carrières. Ce sont des mamans, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui vont au marché, qui ont besoin des dispositions de l'État qui aident à tenir le panier de la ménagère. Mais c'est également nos parents qui sont dans les milieux ruraux, qui ont besoin aussi que l'État fasse les routes, fasse les ponts, pour leur permettre d'écouler leur excédent agricole dans les milieux urbains, afin de se faire une certaine plus-value qui permet d'entretenir leur métier. Monsieur Zakaria Coulibaly, oui. Voilà, les questions sont nombreuses, mais moi je comprends ce que vous voulez dire. Il y a une deuxième question, pourquoi fixer le prix du carburant sans les syndicats? Les mesures d'accompagnement dont vous parlez, quels sont ces impacts pour le pauvre citoyen qui se trouve à Galapay? C'est un auditeur qui le dit, Savané, qui pose toujours la question. Pourquoi pas diminuer le train de vie de l'État au lieu d'augmenter ses prix à la pompe? Alors, j'ai parlé de deux paramètres. Même si les deux avancent parallèlement, il faut quand même les détacher. Encore une fois, le prix du carburant ne dépend pas de nous. Vous et moi, on aurait aimé le fixer comme on fixe la tomate ou le manioc qui sont produits en Guinée. Malheureusement, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas quelque chose de disponible sur le marché marina où ce n'est pas une ressource propre. Donc, on est obligé de suivre la tendance internationale. Mais encore une fois, chaque fois que le prix est ajusté, la question qui doit se poser à un syndicat et qui est pertinente, c'est de dire au gouvernement quelles sont les mesures d'accompagnement qui sont prises et qui protègent le revenu du consommateur contre les dégradations liées au surcoût du transport. Ça, c'est la question, c'est ce qui est pertinent. Mais dire il ne faut pas faire ça, il ne faut pas bouger le prix tant qu'il n'y a pas ça, bon, il ne faut pas forcément lier les deux. Sinon, on se met dans un esprit dynamique pour quelque chose de volatile. En conclusion, M. Coulibaly, dites-nous, est-ce que vous pouvez donner la ferme garantie que vous allez respecter le principe de flexibilité sur le marché international, c'est-à-dire vous allez vous adapter, dès que c'est fait, vous diminuez en conséquence? On a un avantage aujourd'hui. Le principe de la flexibilité a été instruit par le président de la République, qui est parfaitement en ligne là-dessus avec le premier ministre du gouvernement. Et également, on a eu des discussions avec le syndicat qui n'ont pas de problème d'ailleurs avec ça. Donc, moi, ce que je propose en tant que chef de département, c'est de rédiger un document, une convention, si les syndicats, bien sûr, sont d'accord avec moi, où on acterait le principe de la flexibilité. Encore une fois, quand le prix est flexible, ça répond d'abord à l'équité, parce que ça dissipe tout ce qui est doute, parce qu'il n'y a pas de raison qu'un des segments fasse des plus-values sur l'autre. Et ça a l'avantage d'être conforme à la réalité internationale, parce qu'il n'y a pas de raison qu'on sacrifie nos recettes, parce que si on les sacrifie, on va être atrophié dans nos capacités d'investissement, ce qui n'a pas lieu d'être fait. Ce pays a besoin que les routes soient construites, ce pays a besoin que les hôpitaux soient construits, les écoles. Alors, on ne peut pas faire ça s'il n'y a pas de recettes. Il ne faut pas se leurrer. Oui, aujourd'hui, monsieur le ministre Zakaria Coulibaly, vous savez très bien qu'il y a des les syndicats, la société civile, tout le monde est en train de se préparer. Cette augmentation n'est pas du tout du goût de la population. Et si, dans les jours à venir, il y a un mouvement de protestation, comment allez-vous réagir? Non, nous, on continuera à faire la pédagogie.
encore une fois, si nos carburants étaient une ressource naturelle de la Guinée, peut-être qu'au niveau de l'Assemblée, on aurait décidé de faire la subvention comme on veut. Mais je vais vous donner l'exemple d'un pays qui a excellé à un moment donné dans la subvention et qui a fini par s'écrouler. C'est le Venezuela. Le Venezuela, parce que le Venezuela est producteur. Le Venezuela est producteur. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de pain dans les boutiques au Venezuela. Donc, éviter une subvention qui va sinistrer l'économie du pays. Mais l'État aussi, on gouverne par anticipation. Il faut savoir anticiper les choses. Est-ce que c'est votre manière d'anticiper? Ah bien, c'est-à-dire que la meilleure façon, encore une fois pour nous, c'est qu'on se mette ensemble. Le prix a augmenté et on convient des mesures d'accompagnement. Encore une fois, qui aident à sanctuariser le revenu du Guinéen. Parce qu'on a tous besoin que le revenu du consommateur soit protégé. Monsieur Zakaria Coulibaly, oui. Je suis vraiment satisfait de votre intervention, quitte aux auditeurs d'apprécier. Je vous rassure que vous maîtrisez votre sujet et nous aurons l'opportunité d'en parler prochainement. Merci de vous prêter à nos questions, monsieur Zakaria Coulibaly. Merci, à bientôt. À très bientôt.